Bonjour Fabrice Boissier, bienvenue. Vous Bonjour. êtes donc le directeur général délégué de l'ADEME depuis 2014. On va commencer par une définition. L'ADEME, c'est quoi? C'est un établissement public, c'est ça? Oui, le plus simple, c'est de dire que l'ADEME, c'est l'agence de la transition écologique. On dépend du gouvernement, mais on est là pour mobiliser tous les acteurs pour se bouger pour la transition écologique parce qu'il y a urgence. Vous êtes sous la tutelle de deux ministères, c'est ça? Alors le ministère de la transition écologique, forcément, Ouais. mais aussi le ministère de la Recherche. Alors j'ai regardé depuis que vous êtes en poste, il y a eu 4 ministres de l'Environnement ou de la Transition écologique en 7 ans. Est-ce que finalement le garant de la continuité de l'action de l'État en la matière, c'est pas l'ADEME? Alors, le garant de la continuité de l'État, c'est d'abord la volonté politique permanente. Depuis 10 ans, on voit très bien qu'il y a un éveil de la conscience de l'urgence de la transition. Et donc, tous les gouvernements qui succèdent ont à cœur de faire avancer cette transition. C'est vrai que d'avoir une agence qui, elle, a la permanence avec 1000 salariés qui sont des experts, ça permet aussi d'avoir une compétence qui dure dans le temps et qui se met au service, bien sûr, de l'action politique, mais aussi des besoins de l'ensemble de la société. On travaille pour les collectivités, pour les entreprises, pour les citoyens. Oui. Vous dites 1000 personnes, ça veut dire que c'était à peu près le même nombre de salariés il y a 7 ans quand vous êtes arrivé, ou alors il y a une montée en puissance de l'ADEME à laquelle vous avez participé et assisté? Alors malheureusement, on est dans un contexte de maîtrise des dépenses publiques, donc l'ADEME, comme tous les autres établissements publics, a tendance à voir ses effectifs se réduire. Donc on a dû à la fois gérer cette augmentation de l'activité et puis la baisse des effectifs. Donc on travaille beaucoup avec des relais, parce que la transition écologique, c'est pas l'affaire uniquement de l'ADEME, mais aussi c'est l'affaire de tous les acteurs, les collectivités, les entreprises. Donc on va essayer de travailler avec eux pour qu'ils soient plus autonomes et puissent avancer tout seuls. Alors, votre rôle, c'est d'accompagner des projets. Ça veut dire quoi? Ça va de où à où, cet accompagnement? Alors notre accompagnement, il est très dans la durée, on va dire. C'est-à-dire que d'abord, il faut qu'on aille capter les gens là où ils en sont. C'est-à-dire, peut-être ils n'ont pas conscience qu'il faut qu'ils bougent. Une entreprise, une PME par exemple, n'a pas forcément saisi que son modèle économique va être mis en danger s'il ne se transforme pas. Donc ça, c'est le premier acte, c'est réussir à informer, sensibiliser. Et puis après, une fois qu'on a passé ce stade-là, on va accompagner avec des outils techniques. On a des guides méthodologiques, des méthodes qui permettent de faire son bilan carbone, de commencer à faire la chasse au gaspillage. Et puis plus on avance, plus l'entreprise va vouloir par exemple investir. Et donc là, on peut apporter des aides financières, de la subvention, qui va permettre à l'entreprise de pouvoir rendre rentable un projet qui ne le serait pas si l'ADEME n'intervenait pas. Et puis bien sûr, on a un rôle important de diffusion, de partage, parce que ce qui fait l'accélération de la transition, c'est le fait que les bonnes pratiques se diffusent le plus vite possible. Donc nous, on va tirer les exemples et on va les reproduire ailleurs. On va informer, notre site internet regorge d'informations de gens qui ont déjà fait des choses. C'est l'idée de pousser à passer à l'action. Est-ce que, si je dis de la recherche à l'industrialisation, ça a du sens? Oui, il y a aussi ce continuum-là, c'est-à-dire qu'on est à la fois précurseur, on va aller chercher les nouvelles idées qui émergent, parfois, alors pas sur la paillasse de laboratoire, on est plutôt un peu en aval, mais prête à être passée en prototype, et puis après à l'industrialisation. Et donc on va aussi accompagner tout ça, et à chaque fois avec l'ambition qu'une bonne idée n'a pas d'intérêt pour la transition si on n'est pas capable de la généraliser dans les prochaines années. Donc on va vraiment chercher cette accélération. C'est quoi le budget d'accompagnement financier, de subvention dont vous disposez chaque année? Alors on a un budget qui est en hausse, 800 millions d'euros cette année, à laquelle est venu s'ajouter le même montant pour le plan de relance. Et en plus, il y a tous les crédits d'innovation du programme des investissements d'avenir qui fait à peu près le même montant. Donc 2022, ça va être à près de 2 milliards d'euros de l'ADEME. Ça représente combien d'entreprises qui viennent toquer à la porte, ça? Ça représente des milliers d'entreprises. On accompagne plus de 5000 entreprises, ou collectivités entreprises, bien sûr, l'ensemble des acteurs qu'on accompagne. Mais c'est énorme, et ça, c'est vraiment en forte croissance, et c'est un très bon signe que les acteurs économiques ou politiques ont compris qu'il fallait changer des choses. Alors, vous êtes venu pour nous parler de ces scénarios que l'ADEME sur lesquels l'ADEME a travaillé, des scénarios pour aboutir à la neutralité carbone en 2050. Alors déjà, c'était quoi la méthodologie et l'ambition? Parce que c'est un énorme travail qui a été effectué par les équipes de l'ADEME. Alors, il faut se mettre dans le contexte. On sait, le monde entier a une cible, c'est 2050, il faut être à la neutralité carbone, sinon on va dans le mur. Et donc les pays se mobilisent et commencent à imaginer des trajectoires pour y arriver. En France, on a une stratégie nationale bas carbone depuis 2015 qui dit en gros, voilà comment est-ce qu'on va essayer de réduire nos émissions. Mais en fait,
plus on avance, plus l'urgence augmente, plus on s'aperçoit que c'est pas aussi facile qu'on le pensait. Et donc, le but de nos scénarios, c'était de regarder plusieurs possibilités d'atteindre cet objectif de neutralité carbone en 2050. Et donc, comme ce n'est pas juste une transition technique, il ne s'agit pas de savoir si on va faire du nucléaire, du renouvelable ou du fossile pour l'énergie. La question, c'est comment on va transformer notre société, parce qu'en 2050, on ne pourra pas vivre comme maintenant. On ne pourra pas construire des maisons comme aujourd'hui, on ne pourra pas s'alimenter comme aujourd'hui, on ne pourra pas se déplacer comme aujourd'hui. Mais la bonne nouvelle, et c'est la conclusion de nos scénarios, c'est qu'on a présenté 4 solutions assez différentes. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des mondes possibles pour arriver à la neutralité carbone. Et l'excellente nouvelle, c'est que ce n'est pas forcément du sang et des larmes. Oui, alors c'est la question que j'allais vous poser, effectivement. Est-ce que c'est forcément douloureux, quoi ? Alors, un peu quand même, quoi. Alors, ce que je veux dire, c'est que le futur n'est pas dramatique. Le futur, si on s'y prend maintenant, on peut inventer une nouvelle société qui soit aussi confortable, aussi prospère, peut-être moins inégalitaire, et en tout cas plus respectueuse de l'environnement. Ce qui va être difficile, c'est qu'il va falloir changer nos pratiques. Et changer, on sait, c'est toujours, ça nous gêne un peu. Mais ça ne veut pas dire qu'on va vers le moins bien. Je prends un exemple très récent. La crise sanitaire. Ça a été un choc énorme. Mais regardez les pratiques qui ont changé complètement. Je prends l'exemple du télétravail. On télétravaillait beaucoup moins il y a 3 ans. On télétravaille beaucoup plus aujourd'hui. Est-ce que c'est moins bien ? Est-ce que c'est mieux ? Peut-être que ça dépend de la manière dont on le pratique. Mais en tout cas, on peut imaginer des choses nouvelles. Mais c'est d'autant plus important qu'on peut se poser des questions parfois sur les virages stratégiques. Je pense au secteur de l'automobile qui est confronté à une mutation majeure, grandissime, sur le passage à l'électrique. Est-ce qu'on s'est posé la question de est-ce qu'on sera capable de produire suffisamment de batteries quand on sera tous passés à la voiture électrique en Europe dans quelques années ? Bien sûr, c'est un des grands secteurs, les transports, qui a fait face à une mutation énorme et donc il s'interroge. Et donc dans nos scénarios, on a bien regardé la compatibilité entre la demande de mobilité, qui peut évoluer à la hausse ou à la baisse. Je disais, le télétravail, ça fait baisser la demande de mobilité. Et puis, quelle solution on met en face ? Et bien sûr, les moteurs à énergie fossile n'ont pas d'avenir, on le sait très bien. Donc il faut des nouvelles solutions. Donc un mix de voitures électriques, de voitures à hydrogène, peut-être plus de transports en commun, plus de mobilité douce aussi, le vélo, la marche à pied. Si on change notre urbanisme, peut devenir un mode de déplacement plus agréable. Et donc voilà, ça veut dire qu'on peut inventer quelque chose de différent. Et bien sûr, il faut toujours que les technologies soient au service de ce modèle de société. Et donc que les entreprises viennent se mettre dans cette dynamique et proposent des nouvelles solutions. Il y a vraiment un cercle vertueux entre l'activité d'entreprise qui ne font pas comme hier, mais qui inventent et qui vont permettre de faire émerger des solutions qui vont être intégrées dans des imaginaires collectifs et qui vont elles-mêmes permettre de nouvelles créations de valeur. Oui, mais je repose la question de certaine façon. Est-ce qu'il y a assez de métaux rares pour produire autant de batteries électriques à l'avenir ? Parce qu'il n'y a pas que les voitures, vous l'avez dit. Non, si on veut faire que des SUV tout électriques pour tous les Français et dans tout le monde entier, ça ne marchera pas. Donc la question, c'est quand est-ce qu'on a besoin d'une voiture qui va vite et loin ? Quand est-ce qu'on a besoin de se déplacer que sur quelques kilomètres ? Donc, si on réfléchit à d'autres solutions, on arrive, et ça on l'a vérifié dans nos scénarios, c'est qu'on peut avoir des solutions de transport qui respectent les quantités de métaux rares disponibles. Alors, il y a 4 scénarios, génération frugale, coopération territoriale, technologie verte et pari réparateur. Alors évidemment, ils sont complexes, ils intègrent pas seulement l'énergie, les transports, les modes de consommation, enfin c'est passionnant. Et donc je vais vous poser une question à laquelle vous pouvez évidemment pas répondre d'une façon courte, mais je vous la pose quand même. Qu'est-ce qui les différencie fondamentalement, ces quatre scénarios ? Ce qui est différencié, c'est à chaque fois, c'est un état d'esprit, un récit différent de comment est-ce qu'on fait société ensemble. Je vais prendre les 2 extrêmes. Le premier, c'est l'idée, on est dans l'urgence écologique, on se dit il faut absolument qu'on diminue nos impacts, donc on va essayer de diminuer l'empreinte générale, de moins produire, moins consommer, et de mettre plus la société sur du lien et du local. Donc ça, c'est génération frugale. Génération frugale. On est un peu dans la décroissance, j'essaye d'employer d'autres termes. Alors, ce n'est pas la décroissance, parce que quand on regarde en fait, l'impact sur l'activité économique, il y a toujours une activité économique, mais elle est différente. Beaucoup plus de services, beaucoup plus de réparations, de rénovation de bâtiments. Voilà, mais c'est une autocroissance, effectivement. Et à l'autre extrême, le pari réparateur, lui, c'est... Alors, on va vraiment dire, il a la limite des mondes possibles, parce que lui dit, on va continuer nos modes de vie sans rien changer. On va pousser le consumérisme à fond et simplement on va juste réparer nos dégâts à la fin. Et les dégâts ils sont énormes parce que voilà, on continue à mettre du CO2 et donc on va dépenser beaucoup d'énergie pour capter le CO2 dans l'air. Et ça, on montre que ça boucle à la fin, qu'on arrive à la neutralité, mais qu'on est quand même sur un pari très risqué
Oui, parce que une technologie qui va nous sauver. C'est ce que j'allais vous dire. Les solutions technologiques, aujourd'hui, elles n'existent pas forcément ou elles sont embryonnaires. Voilà, elles sont embryonnaires. Et donc, en fait, ces deux scénarios que j'ai décrits, c'est un peu les bornes des mondes possibles. Un, on sait que si on va vers plus de frugalité, on risque d'aller vers une rupture sociale. On l'a vu, que c'est quand même clivant, ces questions-là. Et donc, on se dit, ça, c'est vraiment le maximum de ce qu'on pourrait imaginer faire pour un consensus démocratique. De l'autre côté, c'est le maximum de ce qu'on pourrait faire en se disant, je mets tout sur la technologie. Donc, ça borne un peu les mondes possibles. Et puis, entre les deux, on a fait deux scénarios qui sont plus raisonnables, on va dire. Un qui est plutôt sur un mix de sobriété et d'efficacité énergétique sur une logique assez territoriale, beaucoup de décentralisation, et l'autre qui est plus sur une logique d'appui sur les technologies vertes, plus de métropolisation, on est sur des grandes villes, on utilise beaucoup le numérique au service de cette transition écologique. Donc deux solutions, mais il y a beaucoup d'autres. Ce qui est important, c'est qu'on les choisisse. Et le sous-titre de nos scénarios, c'est choisir maintenant, agir pour le climat. Parce que le message principal, c'est que c'est maintenant qu'il faut choisir. Si on ne le fait pas maintenant, ça sera trop tard. C'est ce que j'allais vous dire. C'est agir vite pour tenir l'objectif. Donc il faut choisir l'un de ces scénarios. Donc, mais c'est le pouvoir politique et pas que, d'une certaine façon, où il faut que le pouvoir politique emporte la société sur un scénario. Eh ben là, c'est l'alchimie de la démocratie. C'est-à-dire que le pouvoir politique, bien sûr, il a un rôle de leadership, d'entraîner la société, les entreprises, les acteurs privés, mais il n'est que l'expression de la volonté du peuple. Et donc, pour que cette volonté du peuple émerge, et je pense qu'on a un vrai déficit aujourd'hui là-dessus, depuis la crise sanitaire qui nous a beaucoup préoccupés, mais avant la crise des Gilets jaunes qui a montré ce clivage aussi, ce décrochage d'une partie de la population. Donc, l'enjeu, c'est d'avoir une délibération collective pour pouvoir décider ensemble. Et donc notre ambition, très modeste, c'est de mettre ça sur la table comme matériau pour susciter des discussions. Alors bien sûr, c'est 687 pages, donc c'est des discussions un peu techniques. Mais on a fait un résumé de 10 pages, et donc je pense que ça peut être un bon sujet pour les fêtes de Noël en famille, de parler de ça, plutôt que de parler du coronavirus. Oui, mais c'est une bonne idée, en faisant attention et en respectant un certain nombre de gestes barrières, et en essayant peut-être de limiter les réveillons à 22, mais bon, ça c'est un message personnel. Mais on pourrait presque se dire que dans la campagne présidentielle, on pourrait avoir ces 4 scénarios et avoir des leaders ou des partis politiques qui disent « Ah ben nous, on va être plutôt génération frugale, nous, on va être plutôt technologie verte ou pari réparateur ». Dans l'absolu, ça pourrait être ça. Bien sûr, il n'y a pas de hasard de calendrier. Et si on l'a publié ça le 30 novembre 2021, on est bien sûr en vue cette élection quelques mois mais après. vous me voyez venir, ce n'est pas exactement l'impression qu'on a. Vous voyez, c'est un enjeu, évidemment, de la campagne présidentielle, mais ce n'est pas forcément l'enjeu majeur. Est-ce que ce n'est pas un paradoxe, ça, d'une certaine façon ? Je pense qu'il y a un paradoxe, effectivement. On a un peu le nez pointé sur des sujets qui préoccupent les Français aujourd'hui, mais qui ne font pas projet collectif. Et je fais le pari qu'au printemps, on va voir dans la campagne émerger ces thèmes, qui sont les thèmes de fond structurants. Et nous, on n'a pas dit aux candidats, vous devez choisir le scénario 1, 2, 3 ou 4. C'est, ce qu'on dit, c'est vous devez construire votre propre scénario, le partager et convaincre qu'il a du sens. Donc c'est là où on apporte du matériau de base qui doit ensuite être transformé pour que chacun se l'approprie, qu'on soit électeur ou qu'on soit candidat. Je reprends, on va rentrer un petit peu dans le détail. Là, par exemple, le scénario génération frugale, donc c'est le premier. Tiens, on va parler de consommation de nourriture. Consommation de viande divisée par 3, par du bio à 70%. Ça suppose quelle transformation ? Je vous avais dit, le scénario 1, c'est le scénario le plus extrême un peu sur cette transformation sociétale. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, on a un couplage, tout est lié. C'est-à-dire que ce que vous mangez a un impact, bien sûr, sur le modèle agricole, et que le modèle agricole a aussi un impact sur l'occupation des terres, un impact international, parce qu'aujourd'hui, on importe beaucoup de soja d'Amérique du Sud, par exemple, pour nourrir notre bétail. Et donc ça fait de la déforestation. Donc si on veut réduire nos impacts, il faut changer ce modèle agricole. Il faut le changer, mais il changera couplé avec l'alimentation. Alors quand on dit diviser la consommation de viande par 3, ça paraît énorme. Alors il faut savoir que la consommation de viande diminue tendanciellement de quelques pourcents par an, et que tout le monde n'est pas obligé de manger pareil. On peut avoir des végétariens, il y en a aujourd'hui, peut-être de plus en plus, et puis on peut avoir des gens qui mangent aussi de la viande.
Simplement, dans le scénario, on imagine que la société trouve un consensus en se disant on va privilégier vraiment la viande de qualité avec du pâturage extensif. Et donc, ça fait aussi un modèle agricole avec des agriculteurs qui ont une valeur ajoutée. Et on va manger moins de viande, mais de meilleure qualité. Et en fait, dans tous les scénarios, on a un peu cette même logique, puisque le scénario coopération territoriale, lui, divise la consommation de viande par 2. C'est-à-dire, on fait un effort, mais on le fait un peu moins. Ouais. Et puis, jusqu'au scénario 4, qui, lui, diminue quasiment pas, quoi. Ouais. Alors, justement, coopération territoriale, c'est intéressant parce qu'il y a cette idée d'une hausse de la démographie dans les villes moyennes. Finalement, c'est une tendance à laquelle on est en train d'assister, déjà, avec l'effet de la crise Covid et du télétravail. Effectivement. Alors, on ne s'attendait pas à ce que nous, ça fait 2 ans qu'on travaille sur le scénario, donc c'est arrivé un peu en même temps. Voilà, il y a des émergences nouvelles, voilà, des ruptures. Alors, je ne sais pas si c'est encore une rupture, parce que Paris reste très attractif. Bien sûr. Mais c'est sans doute ce rééquilibrage territorial. On voit qu'il y a aussi une forte volonté, on dialogue beaucoup avec les collectivités, de donner du sens à des projets territoriaux d'écologie qui allient qualité de vie, dynamisme économique et puis cadre de vie en lien avec l'environnement. Et ça, on commence à avoir des solutions originales qui émergent, parfois dans des villes moyennes ou des villes un peu plus importantes, ou même dans des conseils ruraux. Et donc, ça permet d'ouvrir des horizons et de se dire, tiens, on n'est pas forcément sur le seul modèle de tout le monde doit être dans les grandes villes et ailleurs, c'est le désert. Non, on a des équilibres qui se font avec des échanges entre eux. Et donc, c'est ce modèle qu'on appelait coopération territoriale. Le modèle technologie verte, c'est de quelle technologie on parle? C'est celles qui sont en amorce, par exemple l'hydrogène, ou d'autres à inventer? Alors en fait, les technologies, il faut se méfier, c'est un mot piégé. C'est comme la sobriété, c'est un mot piégé. Les technologies, on se dit, tiens, c'est ce qui nous ouvre des espaces de liberté dingues, on va pouvoir tout faire, on peut faire du tourisme spatial si on veut. Et en fait, dans ce scénario technologie verte, le mot vert est important, c'est-à-dire qu'on met la technologie au service d'un projet de société qui est la neutralité carbone. Et donc, on va chercher toutes les technologies d'efficacité énergétique. Ça peut être la rénovation des bâtiments, ça peut être la reconstruction avec des bâtiments neufs beaucoup plus performants, au service des transports aussi, au service de l'hydrogène pour les transports, on en a, au service de l'industrie qui va avoir une vague d'investissement à faire pour avoir des modèles bas carbone. Et donc là, on a des technologies alors qui sont soit déjà sur étagère, soit en cours d'invention, mais celle-là, ce qu'on dit, c'est qu'attention, on ne peut compter sur elle que si on arrive à la développer rapidement. Et donc, il faut aussi investir. C'est le sens un peu des grands plans d'investissement public, c'est se dire, si on veut préparer l'avenir, il faut investir massivement dès maintenant. Alors, c'était un autre rapport avec des scénarios pour l'avenir, des scénarios pour l'avenir qui avait été publié par RTE, où là, on parlait du mix énergétique. Mais est-ce que, évidemment, vous avez intégré cette dimension dans les scénarios de l'ADEME, mais le nucléaire est-il un passage obligé pour tenir tout ou partie de ces scénarios? Dans nos scénarios, comme dans ceux d'RTE, il y a des scénarios qui ont du nucléaire et des scénarios du nouveau nucléaire, et puis des scénarios qui profitent des centrales actuelles et qui ne renouvellent pas le nucléaire. D'accord. Donc c'est des choix qui sont ouverts. Nous, on a choisi de se concentrer vraiment sur la question des choix de société et beaucoup moins sur les choix techniques que RTE a regardé en détail dans le système électrique. Donc pour l'instant, on n'a pas vraiment détaillé ce système électrique. On va le faire dans un deuxième temps au premier trimestre 2022. Mais le nucléaire, c'est pas ça le débat de la transition écologique. C'est juste une brique. Donc bien sûr, on aura besoin d'électricité et il y aura de plus en plus d'électricité parce que l'électricité est un vecteur vertueux. Mais on peut ensuite choisir développer le renouvelable ou développer le nucléaire. Dans notre scénario 3, technologie verte, on a regardé 2 choix possibles sur le système électrique. Soit on va massivement développer l'éolien en mer, l'éolien flottant à grande distance des côtes, soit on va massivement redévelopper le nucléaire. Voilà, ces 2 choix arrivent au même modèle de société derrière. C'est pour dire qu'il ne faut pas trop surpondérer le rôle de ces technologies dans le débat sur la transition écologique. Le débat sur la transition écologique, c'est comment on va se déplacer, comment on va travailler, comment on va se nourrir. C'est ça les vrais sujets. Et vous avez parlé d'éolien flottant, et ce n'est pas un hasard, parce qu'il faut emporter la société et l'adhésion de la société sur ces projets-là. On se rend bien compte que l'éolien en mer, proche des côtes, en France en tout cas, c'est compliqué de le faire accepter partout, et il y a des projets qui sont bloqués parce que les riverains, les pêcheurs, enfin voilà, on connaît l'histoire. Donc l'éolien flottant, c'est beaucoup plus loin de nos côtes, donc plus acceptable, c'est ça ? Alors, il faut que ce soit accepté. Enfin, la question est plus générale. Il faut que ces projets soient acceptés des riverains, acceptés de la société. Alors, la question de l'acceptabilité, c'est aussi piégé. Le constat, c'est qu'on a une société qui est quand même très clivée et qui n'accepte
plus aucun changement. Mais en fait, oui, si il on va bien regarde falloir en accepter. Oui. Soit c'est des nouvelles centrales, soit c'est des éoliennes, soit c'est de la méthanisation, il faut bien accepter. Donc dire qu'on ne veut rien, c'est pas une solution. Oui. Donc il faut réussir à construire un consensus. Et alors pourquoi l'éolien flottant? C'est bien sûr, ça sera plus loin des côtes, Oui. mais la vraie idée, c'est que le potentiel en mer d'énergie est beaucoup plus grand parce qu'on a beaucoup plus de place. Et donc c'est ça qui permet de faire massivement une solution énergétique. Parce que l'éolien terrestre, c'est très bien. Et d'ailleurs, juste pour vous donner un exemple d'acceptabilité, chez les jeunes, les moins de 35 ans, aiment l'éolien à plus de 80%. Alors chez les vieux, c'est beaucoup marqué, c'est plutôt l'inverse. Il y a plus de la moitié qui n'aiment pas l'éolien. Mais bon, donc pour vous dire que c'est aussi très varié dans la perception sociale. L'éolien terrestre, donc c'est une solution, mais qui a ses limites, parce que le potentiel, il est limité. Bien sûr, on va le développer. On a encore du potentiel, mais si on veut vraiment en faire une solution de décarbonation massive, alors il faut qu'on aille chercher ces gisements d'éolien en mer. On va terminer, il nous reste un peu moins de 2 minutes, sur le rôle des entreprises. Est-ce que les entreprises, elles doivent, pour vous, attendre que le modèle soit défini par le pouvoir politique, ou est-ce qu'au contraire, elles peuvent finalement, par leur innovation, par les solutions qu'elles proposent, être un aiguillon et inciter à tel ou tel choix? Alors, je pense que quand on est entrepreneur, se dire qu'on attend un oukase du politique, c'est pas génial. Ouais. On est dans un monde incertain. On le sait, les entrepreneurs le savent, c'est stressant, c'est compliqué. Quand on est dans un monde incertain, ne pas bouger, c'est la meilleure solution pour mourir. Donc il faut bouger, il faut se renseigner sur quels sont les mouvements de fond. Donc déjà, mais avec le risque de ne pas prendre la bonne option, quoi. Oui, mais quand on est en train d'imaginer une chose, on s'habitue à être agile et pouvoir rebifurquer. Si on ne bouge pas et qu'on reste sur notre modèle, je vais continuer à produire avec des énergies fossiles et sans réfléchir à l'éco-conception, c'est sûr que je me plante. Si je me lance dans une démarche d'éco-conception, mon produit, je saurais le retransformer après beaucoup plus facilement. Et donc c'est cette logique de s'engager dans la transition. Et on est là, l'ADEME, pour accompagner, la BPI, avec qui on travaille beaucoup, et on est là pour accompagner les entreprises dans leur transformation climat. C'est quand même la meilleure chance de gagner des points de compétitivité et d'augmenter son chiffre d'affaires. Ouais. Il y en a encore qui ne savent pas, ou qui, on parlait de l'enveloppe de financement, il y a des entreprises qui pourraient bénéficier de subventions de l'ADEME et qui s'en doutent pas, quoi. Alors, de moins en moins, on a vu avec le plan de relance un engagement massif des entreprises. On ne s'y attendait pas, on se disait les entreprises, elles sont en train de se gérer la crise, elles ne vont pas vouloir investir. En fait, on a eu un boom de l'investissement des entreprises. Mais il reste des PME qui n'ont pas conscience de l'urgence parce qu'elles sont sur elles se disent moi je fais je fabrique des pièces détachées pour les loisirs. J'ai rien à voir avec le changement climatique. Si, parce que le tourisme avec l'adaptation au changement climatique va changer, les habitudes des consommateurs vont changer. Donc s'il ne se transforme pas, il va se trouver sur la touche. Et ben voilà, donc n'hésitez pas à toquer à la porte de l'ADEME et de la BPI. Merci beaucoup d'être venu nous présenter, Fabrice Boissier, ces scénarios pour l'avenir, la neutralité carbone d'ici 2050. On passe à Smart Ideas en mode start-up tout de suite.